Dernière session qui en fait est un petit peu la synthèse ou qui nous montre un peu le cap autour duquel l'Exposome ambitionne d'avancer, à savoir le fardeau de la maladie, une bonne traduction en français de Burden of Disease. Je pense que le terme doit certainement venir de nos collègues anglo-saxons. Et pour cela, je passe la parole à Rémi Slama, qui modère cette session numéro 4, brève mais intense à n'en pas douter. Merci beaucoup Mathieu. Et effectivement, je suis ravi qu'on en arrive à cette thématique du fardeau de maladie qui est essentielle pour réaliser le programme annoncé de cette journée, à savoir de réfléchir à l'opérationnalisation du concept d'exposome pour la santé publique. Et cette traduction des effets et des impacts de l'exposome sur la santé en fardeau de maladie est essentiel, je pense, pour arriver, guider ces décisions de santé publique. Donc on a deux présentations très complémentaires et je passe tout de suite la parole à Jean-Marc Brignon, chef de l'unité d'économie et d'aide à la décision pour l'environnement à l'INERIS, qui va nous parler d'outils d'aide à la décision économique pour les risques chimiques avec l'illustration des perturbateurs endocriniens et de substances PBT, VPVB. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation et de l'invitation de l'Alsace militaire. Je vais présenter les résultats d'un projet qui s'est terminé il y a maintenant déjà 2 ans. Donc j'espère que certaines choses ne seront pas trop périmées. Ça va me permettre en fait d'illustrer les outils d'aide à la décision économique dans le cadre de la gestion des risques chimiques. Et puis je essaierai de me garder 5 minutes au moins pour quelques points un peu plus généraux, pas sur ce projet précis, mais sur l'aide à la décision dans le cadre de l'exposome. Donc bon là, je vais passer sur les généralités honnêtement des perturbateurs endocriniens. Juste que c'est un défi pour l'évaluation des impacts sanitaires, avec beaucoup de dimensions, des effets multiples parfois. Donc ça l'est également pour les impacts, pour la translation de tout ça en termes de fardeau de maladie. Alors là aussi, je vais passer assez vite. Mon propos va surtout montrer l'intérêt, mais aussi les limites de l'outil d'aide à la décision économique dans le cadre on pourrait dire, de micro-décisions qu'on prend énormément en grand nombre dans le cadre de la gestion telle qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui des produits chimiques dans REACH, par exemple. C'est-à-dire qu'on a le cas d'un produit chimique dans un type de produit précis pour une exposition précise. Là, on va travailler sur les tickets thermiques, les tickets de caisse avec le bisphénol A. Donc c'est un cas très très pointu et on va voir que ça pose des problèmes. C'est pas facile. Déjà dans des situations aussi précises. Mais finalement, après, j'essaierai de parler du cas plus général de l'exposome et comment ces outils pourraient peut-être nous aider. Donc voilà, le cas, c'est les tickets bisphénol A dans les tickets thermiques. Et il faut tout de suite parler des autres bisphénols parce que vous savez bien que on a constaté qu'il y avait d'autres bisphénols utilisés dans les tickets thermiques. On se rend compte tous les jours qu'il y a d'autres bisphénols utilisés qu'on ne connaissait pas. Hier, j'ai appris avant-hier dans un workshop organisé l'INERIS sur la substitution des produits chimiques dans les textiles il y avait en fait du bisphénol S, du bisphénol F dans beaucoup de textiles, trouvés dans la plupart des textiles, d'après des acteurs de la filière, sans qu'on sache exactement toujours d'où ça venait. Voilà, donc ce qu'on a essayé de faire dans ce projet, c'était de voir si l'analyse qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice, qui est l'outil en fait réglementaire, c'est un outil réglementaire de REACH, du règlement REACH, était vraiment adapté à prendre des décisions comme ça en grand nombre pour savoir s'il fallait autoriser ou retirer du marché des produits chimiques en fonction d'exposition, là dans ce cas-là des consommateurs et des travailleurs, les opérateurs de caisse. Donc en fait, on s'est posé tout de suite la question, est-ce qu'on arrivera à modéliser l'impact sanitaire et traduire ça en fardeau de maladie pour non seulement le bisphénol A, mais aussi ce qui se passera quand on le remplacera par d'autres choses. Est-ce qu'on a les données pour, par exemple, évaluer tous les remplaçants et dire, voilà, si on remplace le bisphénol A par tel autre produit, qu'est-ce qui se passe? C'était ça à la base de notre question. Et est-ce qu'on peut ensuite faire une évaluation coût-bénéfice qui soit robuste et donc on a
aussi, alors ça c'est un aspect du projet, je vais moins insister, on a aussi au passage essayé de tester la robustesse des décisions à l'utilisation de plusieurs méthodes de calcul d'un impact sanitaire. Parce que la partie économique, c'est-à-dire transformer les impacts sanitaires en fardeau de maladie exprimés en équivalent monétaire, en donnant, dans le cadre méthodologique de l'analyse coût-bénéfice, c'est ça, hein, c'est transformer en équivalent monétaire, c'est-à-dire on calcule tous les impacts directs, tangibles, le coût le coût de santé, le coût pour le système de santé, et après tous les impacts non tangibles, on les appelle non tangibles, c'est-à-dire le fait que avoir des maladies, eh ben c'est une souffrance, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, qu'on veut éviter, et donc ça c'est un dommage. Et on a des techniques en économie pour l'exprimer en équivalent monétaire. C'est pas donner une valeur, c'est exprimer en équivalent monétaire. Et ça permet de comparer au coût, c'est-à-dire de voir si j'investis pour remplacer un produit chimique, si j'interdis et j'impose un investissement à l'industrie, est-ce que ce coût est justifié au regard des bénéfices sanitaires que j'en retire. Donc, on voulait dans ce projet faire ce type d'analyse, mais regardons toutes les alternatives. Mais on a vite vu qu'on manquait de données sur le danger, tout simplement. Donc, on a un collègue qui a fait des modélisations qu'on appelle QSAR. Je pense que dans la journée, vous avez entendu parler de ça déjà. C'est comment avoir une idée du danger des produits chimiques sur la base de leur structure moléculaire. Donc, il a fait une modélisation qui a permis de faire des comparaisons, mais c'est qualitatif. On n'a pas pu intégrer ça dans la décision. C'était pas possible de transformer en quantitatif, il nous l'a confirmé. Donc déjà, on a un problème par rapport à la façon dont la réglementation fonctionne aujourd'hui, pour regarder les choses plus dans leur ensemble. Ce qu'on voit déjà quand même, c'est qu'il y a des alternatives qui étaient évaluées sur la base de ces analyses très rapides, hein, mais qui semblaient quand même aussi dangereuses. Maintenant, on le sait bien, le bisphénol S, d'autres bisphénols apparaissaient tout aussi dangereuses. Donc ça, je passe parce que c'est utiliser plusieurs méthodes pour évaluer l'impact sanitaire. C'était quand même pas l'objet peut-être du propos aujourd'hui. Juste en passant, je reviens pour dire simplement que donc, ce qu'on prend en compte dans le fardeau de maladies, vous voyez, il y a plusieurs effets qui débouchent sur plusieurs maladies. Donc, glande mammaire, ça va être des effets en termes de cancer du sein. Endométriose, donc cette maladie. La prise de poids, elle se traduira en surpoids. Et donc le surpoids, il y a beaucoup d'études économiques qui ont été faites dans le monde pour évaluer le dommage socio-économique du surpoids dans la société. Et donc c'est ça qu'on essaie d'utiliser ensuite. Et le cholestérol, pareil, il y a eu des études qui ont chiffré l'impact socio-économique d'une augmentation du taux de cholestérol des individus en regardant ce qu'entraînait le cholestérol en termes de maladies cardiovasculaires, etc., en le chiffrant de point de vue socio-économique et en remontant ça en unités de cholestérol. Donc, c'est ça qu'on voulait chiffrer en termes de dommages socio-économiques et d'intérêt d'alternatives des politiques. Donc là, le schéma, c'est les résultats. Le schéma est un peu abscon. Je vais vous donner les résultats. À la base, ça montre que quand on change de périmètre de l'étude, je vais plutôt passer à celui-là tout de suite, quand on regarde seulement un produit chimique ou quand on regarde plusieurs produits chimiques, on n'a pas les mêmes conclusions. Donc si on regarde que l'impact sanitaire évidemment du bisphénol A, on ne voit pas qu'on va le remplacer par du bisphénol S et que ce ne sera pas une opération tout à fait ça n'aura pas de sens, ça n'aura pas de bénéfice d'un point de vue socio-économique. Ça, on ne le voit pas, c'est à gauche. C'est la façon dont c'est fait dans le dossier réglementaire. Donc ça a été fait à l'époque dans le dossier réglementaire parce qu'on n'avait pas les données et on n'avait pas non plus les outils. Et puis, si on essaie de prendre en compte les alternatives, bisphénol A et bisphénol S, on aboutit à des conclusions qui sont quand même un peu différentes. Mais on n'est pas arrivé à représenter les risques des autres alternatives que le bisphénol S. Une autre source de préoccupation dans ces méthodes aussi, c'est qu'il peut y avoir des choix méthodologiques qui font que les résultats changent. Mais ça, on ne l'a pas observé, nous.
à droite, nous, quand on a fait nos travaux, en intégrant bisphénol A et bisphénol S, ça ne se voyait plus. Donc ça nous a un petit peu réconforté dans la pertinence de ces méthodes. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? On peut retenir qu'on dispose de méthodes socio-économiques permettant de voir l'opportunité d'investir et de comparer différentes actions dans le cadre de l'exposome, par exemple, pour réduire des expositions, mais que c'est quand même extrêmement consommateur de données et que les résultats peuvent être assez instables. Si on n'a pas une vision assez globale et qu'on n'a pas toutes les informations sur les risques et sur les impacts sanitaires. Donc ça veut dire que c'est ce type de méthode décisionnelle, qui est la méthode décisionnelle standard dans REACH aujourd'hui, n'est pas forcément adaptée à ce type de décision. Donc là, je voudrais, si j'ai encore 5 minutes, élargir un tout petit peu, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé d'une micro-décision, et qu'est-ce qu'il en est si on veut travailler sur des choix plus structurants pour l'exposome en général. Est-ce que ça veut dire que toutes ces méthodes ne servent à rien? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a de toute façon besoin de méthodes pour comparer, additionner, comparer et l'impact de différentes maladies. Parce que dans l'exposome, on veut regarder différentes maladies, des cancers, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires. Et de toute façon, ce type de méthode existe déjà, c'est déjà fait dans le Burden of Disease parce qu'on transforme tout en... C'est une autre technique, ça s'appelle le DALI ou le CALI, c'est les Disability Adjusted Life Years. Et tout ça, aussi bien ces méthodes coût-bénéfice que le DALI et le CALI, ça revient en fait à essayer d'intégrer différents types de maladies dans un indicateur unique qui permet de comparer différentes voies d'exposition, d'additionner des maladies et de comparer des stratégies. En fait, c'est deux univers un peu différents. Il y a les économistes qui travaillent plus avec le vocabulaire coût-bénéfice et les économistes de la santé ou la santé qui travaillent plus sur fardeau de maladie transformé en DALI, mais c'est vraiment des méthodes où on demande aux gens, ça se fait par des enquêtes, on fait des vastes enquêtes pour demander aux gens finalement comment ils comparent les maladies, la gravité des maladies en termes de perte de bien-être. C'est la même chose qui est faite dans les deux cas. Et donc, on voit que ça peut être extrêmement utile dans le cadre de l'exposome. Alors après, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'avec ça, on va résoudre tous les problèmes, on va comparer, faire des priorités? On voit que de toute façon, ce qu'on a identifié dans ce petit cas d'étiquette thermique, là, comme gros problème méthodologique, ça va être multiplié par je ne sais pas combien quand on sera dans le cadre de l'exposome. Donc ça, c'est effectivement un gros problème dont je n'ai pas la solution. En tout cas, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que on a besoin d'autres outils. On a besoin d'outils qui permettent d'apprécier des problèmes peut-être plus globaux de la gestion de l'exposome, qui sont les conflits entre différents pans de la santé ou les synergies entre, par exemple, le microbiologique et le chimique. On voit bien qu'il y a si on fait une stratégie orientée vers la réduction de risques microbiologiques, on va peut-être parfois utiliser beaucoup de chimie. Et donc, on a des problèmes où il faut essayer de hiérarchiser des choses. Et on a besoin d'une analyse décisionnelle. Elle est, à mon avis, à base d'outils économiques de ce type. Mais plus généralement, il faut des outils qui soient capables de gérer la complexité, parce que l'exposome, c'est un défi de la complexité. Et donc, il faut certainement avoir des méthodes qui soient de type analyse de risque, mais pas au sens l'analyse de risque d'un produit chimique précis avec les ratios de risque et tout, plus au niveau de comment est-ce qu'on voudrait analyser disons, la trajectoire de l'exposome dans différents scénarios, pour voir s'il y a des scénarios qu'on redoute et qu'on voudrait éviter, voir si les mesures qu'on prend ne sont pas contre-productives en termes d'exposome global. Donc des analyses de robustesse, en fait, des analyses de résilience des stratégies qu'on fait, qui seront probablement beaucoup moins techniques et beaucoup moins numériques que ce qui est fait aujourd'hui dans les calculs, le type de calcul que j'ai présenté. Voilà, ce que je peux vous dire encore, c'est qu'il y a une dimension aussi, à mon avis, qui n'est pas présente dans tous ces outils, qui est celle
le débat, parce que quand on veut embrasser beaucoup de choses, différents types de maladies, différents types de risques, ça devient un peu incommensurable. Et on a des techniques pour essayer de comparer, d'additionner, mais au bout d'un moment, il y a une nécessité du débat avec les parties prenantes qui est très forte, et aussi d'intégration des décideurs, parce qu'on peut faire des stratégies avec des outils, mais si les décideurs ne comprennent pas le langage qui est parlé par les scientifiques, ça ne va pas permettre d'aider à la décision non plus, ce ne sera pas compris. Donc il y a une co-construction en fait, de l'outil d'aide à la décision qui est nécessaire avec les parties prenantes et qui comprend aussi les décideurs. Ça paraît une évidence un peu peut-être, mais c'est des choses auxquelles on se heurte aujourd'hui, par exemple, malheureusement pour le changement climatique. On voit bien qu'on a des méthodes d'aide à la décision qui rendent les choses très claires sur ce qu'il faudrait faire, peut-être pour certains scientifiques, mais ce n'est pas partagé forcément par la population, ce n'est pas partagé par les politiques, et ça ne met peut-être pas assez en évidence les synergies, les conflits et les risques systémiques. Et donc, il y a un peu une refondation en cours de la science sur ce sujet, et l'exposome, c'est quand même un sujet dont la complexité est un peu similaire à celle de ces problèmes. Je ne sais pas si j'ai exposé le temps ou si ça va. C'est bon. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci. On a le temps pour une question. Est-ce qu'il y en a une dans la salle? Oui, Thomas Bayeux, au fond. C'est bon. Merci beaucoup pour votre exposé. Une question, vous avez beaucoup parlé de l'analyse coût-bénéfice dans le cadre d'une aide à la prise de décision. On sait que l'analyse coût-bénéfice, ça peut avoir certaines limites, notamment quand on n'arrive pas à monétariser certaines dimensions. Quelle est la place que vous donneriez éventuellement à d'autres approches d'aide à la décision, notamment l'analyse multicritère, qui peut être aussi un outil qui permet justement de prendre en considération d'autres dimensions, des fois par une appréciation qualitative? Oui, vous avez raison. L'analyse coût-bénéfice, elle est limitée dans sa capacité à monétariser les choses, parce que c'est effectivement des enquêtes très lourdes qu'il faut mener, et on a peu d'informations. L'OCDE fait un effort en ce moment pour avoir des valeurs de référence pour plus de maladies, mais ça prend pas mal de temps. Donc ça va s'améliorer. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, les analyses, on a besoin de convoquer, à mon avis, beaucoup de méthodologies différentes, parce que l'analyse coût-bénéfice ne représente pas la distribution des coûts et des bénéfices dans la société, ce qui est très important pour l'acceptabilité des politiques. Il y a des dimensions effectivement non monétarisables, non quantifiables, qui ne seront jamais représentées. Donc l'analyse multicritère est une possibilité, sachant qu'elle a aussi ses propres problèmes. Comment est-ce qu'on choisit les poids des critères? Par quelle procédure? Est-ce que c'est reproductible? Il y a aussi il y a de la bonne et la mauvaise science, et la bonne et la mauvaise pratique aussi dans cette discipline. Et il y a encore d'autres types d'analyses inspirées de l'univers assez vaste du monde de l'analyse des risques, pour travailler quand on a peu d'informations et de la complexité, au sens où tout est un peu connecté dans tous les sens, et on ne sait pas toujours très bien comment. Donc je pense qu'il faut convoquer pas mal de méthodes. Et mon propos est effectivement de souligner le besoin d'analyse décisionnelle, mais pas se reposer sur uniquement un seul outil, dont celui-là. Voilà, merci beaucoup. Donc une économie non dogmatique, on l'aura compris. Et dans la continuité, alors on aurait pu inverser l'ordre des présentations, parce qu'on est là, cette fois-ci, on va revenir un pas en arrière avec l'impact sanitaire avant l'impact économique. Je suis ravi d'accueillir Isabelle Sorge-Mataram, qui est directrice de la surveillance du cancer au CIRC à Lyon, et qui a notamment piloté une étude importante sur le fardeau de cancer lié à l'environnement en France. Et Isabelle va aujourd'hui nous présenter les résultats en lien avec les expositions professionnelles. Nous t'écoutons.
Donc, merci beaucoup pour l'ANSES de m'avoir invité, parce que je dis déjà à Denise que c'est ma première jour d'être en TGV. C'est ma première jour de voir des gens réels, normaux. Donc c'est très, je sais même pas comment parler ici avec un microphone, pas avec un Zoom, mais je suis très contente d'être là. Et merci beaucoup pour l'ANSES d'avoir financé ce projet. Donc, ce projet, c'est un projet très collaboratif. On a travaillé beaucoup avec SPF pour nous donner en fait plusieurs types de données. On a aussi travaillé avec ANSES parce que c'était un projet une continuation de projet qui a été vraiment beaucoup discuté dans ce projet avec l'ANSES. Donc c'est aussi très bien pour continuer la discussion de Jean-Marc, parce que ce que je vais présenter, c'est vraiment le même principe, c'est fraction attribuable. Donc on a eu un grand projet en France où on a été demandé par l'ANCA, donc ça c'est l'Institut national de cancer, d'estimer la fraction de cancer causée dû à tous les facteurs de risque connus pour cancer. Entre eux, c'est exposition professionnelle. Le grand problème avec exposition professionnelle, on sait que le lien avec le cancer, il y a un long, grand temps de latence entre l'exposition et entre augmentation de risque de cancer. Et à cause de ça, on a besoin en fait de données de vraiment 50 années de passé jusqu'à maintenant pour pouvoir estimer la fraction attribuable. Donc, l'objectif de ce travail, c'est vraiment pour essayer de trouver une méthodologie qui est plus simple. Il y a une méthodologie gold standard. On a un programme ici en France d'estimer en continuité la prévalence de la vie entière de la population sur d'exposition à des agents professionnels, mais on a essayé dans ce projet-là de trouver, de développer une méthode qui est plus facile de la méthode existante. Donc, on a utilisé donc seulement les données existantes. Ça, c'est aussi un autre objectif de ne pas devoir collectionner des données parce que ça prend beaucoup de temps, ça coûte aussi plus de l'argent. Et après, utiliser plusieurs multiples sources de données pour pouvoir modéliser et estimer la proportion de toute la population en France qui sont déjà exposés à certains facteurs de risque qui sont trouvés dans le milieu professionnel. Après l'estimation, on a aussi essayé d'estimer la proportion de la proportion de cancers en France qui sont liés à certains facteurs de risque. Donc, ce qu'on a besoin pour faire cette modélisation, c'est prévalence, donc connaissance de proportion de la population qui sont exposées dans différents de temps. Et on a besoin aussi de temps de latence, 50 ans, parce qu'on sait pour cancer, on a besoin de longue durée de connaissance d'exposition pour avoir le cancer. Après, on a aussi besoin de connaissances d'utilisation de ces substances dans la population parce que au niveau travail, il y a beaucoup de changements à cause de réglementaires sanitaires et tout ça. Donc, l'exposition change. Après, on a aussi besoin de connaissances combien il y en a de ce type de profession en France. Et après, on a aussi besoin de la survie de ce groupe et aussi turnover. Turnover, ça veut dire parce que les gens changent de travail tout le temps, spécialement quand on est jeune. Donc, combien de gens qui rentrent dans cette profession et combien de gens qui sont sortis et changés de travail. Donc,
en premier temps, on a discuté quel type de profession, exposition professionnelle qu'on va inclure, parce qu'il y en a plus de centaines d'agences dans le milieu professionnel qui sont liées au cancer, et ça évolue tout le temps. On a décidé d'utiliser seulement d'expositions qui sont importantes. Il y a un risque important pour le cancer. Il y a aussi une proportion d'exposition en France qui est important maintenant ou qui était important avant. Donc ça, c'est la liste. Vous pouvez aussi voir la localisation de cancers qui sont impactés par les agents. Après de ça, on a collectionné toutes les données qui sont existantes. Donc, l'ANSEE, récemment, c'était très important parce qu'avec l'ANSEE, on sait combien de gens qui travaillent dans différents types de professions. On a collectionné, on a beaucoup en fait de données d'ANSEE. On a aussi demandé de SPF de nous donner les données de MatchGene. MatchGene, c'est une matrice emploi-exposition, mais on n'a pas demandé de nous envoyer les données prévalence en vie entière. Donc, on a demandé juste la prévalence en un temps donné, chaque année, par âge et par sexe. Après, vous connaissez peut-être déjà le Summer, donc on a aussi pris ces données parce que ça, il y en a vraiment beaucoup de agents inclure dans le Summer, et on a aussi demandé en fait données de constance qui a été présentée avant pour avoir le plus possible. On a aussi en fait une revue de littérature pour voir en fait, parce que ces données-là, toutes les premières données, c'est datant des années 80, mais en fait on a besoin encore de données plus longues que ça à cause du temps de latence de 50 ans. Donc, on a essayé aussi de trouver des rapports ANSES, des rapports travail, réglementaires, sanitaires, le changement en temps avant de cette période-là pour l'utiliser, pour faire des scénarios. Qu'est-ce que l'évolution d'exposition sur ce agent? On n'a pas trouvé beaucoup de choses. Donc, c'était un grand travail et c'était un peu décevant. Mais donc finalement, on a utilisé plutôt toutes ces données qui étaient listées là. Donc, parfois, quand on a beaucoup de chance, on a plusieurs sources de données. En ce cas-là, on a décidé d'utiliser ANSEE ou MatchGene parce qu'on sait ANSEE et MatchGene, c'est le plus représentatif de la population. On sait un peu, il y a sélection dans le survey de Summer, et si on n'a pas d'ANSEE ou MatchGene, donc on utilise Summer. Ça, c'est un exemple d'amiante. Donc, vous voyez l'homme en gauche et femme en droite. Vous voyez aussi que l'échelle est très différente. Donc, pour l'homme, le niveau d'exposition, c'est tellement haut, et pour les femmes, c'est beaucoup moins que les hommes. Et vous voyez aussi les données qui est existantes. Donc, ça, c'est le diamant. Et vous voyez aussi la modèle, ce qu'on a estimé pour pouvoir l'estimation long terme. Donc, c'est très difficile de savoir, en fait, ce qui était avant, si on n'a rien, en fait, d'années avant de ça. Donc, c'était une hypothèse, et on a fait cette hypothèse en discutant avec beaucoup les experts, mais ça, c'était le modèle final qu'on a utilisé, et on a essayé aussi de changer, spécialement pour l'exposition de passé. Un autre exemple, c'est formaldéhyde, c'était aussi discuté ici. L'échelle est aussi très différente. Donc pour les femmes, c'est beaucoup plus haute, le niveau d'exposition, que les hommes. Et vous voyez que l'exposition a changé beaucoup entre ce temps-là. Voyons ces deux types d'exposition en évolution en temps, c'est dire aussi que c'est très important de prendre en compte cette évolution. Parce que si on utilise seulement les données les plus récentes, on va faire un peu une bêtise si on calcule en fait l'impact sur la population sur long terme.
Après, on a le données le plus récent, on a 2 données par âge par sexe, donc ça c'est les données observées, mais pour les données d'année par exemple 77, ça c'était vraiment, on a calculé ça de la modèle, on a utilisé âge, période, sexe et agence et combination entre les 4 pour pouvoir estimer la proportion de population de cette période-là qui sont exposées. Après, on sait par âge, par période, c'est facile d'estimer aujourd'hui qui ont été exposés par ces agents-là. Et après, on a aussi corrigé par le turnover, comme vous pouvez voir là. Donc ça, c'est la prévalence de la vie entière. On a comparé avec les autres travaux internationaux juste pour avoir un peu d'idée si on est plus loin, on est plus proche. En vert, c'est l'estimation d'Angleterre. Parfois, c'est plus proche, parfois, c'est différent, mais c'est aussi parce que la situation professionnelle, c'est très différent. Donc, c'est pas toujours très comparable. Mais on aime bien avoir proche avec le bleu. Pour le reste, c'est pas si mal que ça, mais pour le benzène, c'est un peu différent parce que le benzène est lié au cancer hématopoïétique, donc avec leucémie. Et avec leucémie, on a une période de latence plus proche parce que c'est la période de latence, c'est pas si longue qu'avec le cancer solide. Pour ça, c'est la différence. Parce que dans MathGene, on calcule prévalence de la vie toute la vie entière. Et ici, on a corrigé pour avoir seulement prévalence de la vie pendant les dernières 20 ans. Donc ça, était bon dans le modèle. On peut en fait changer sa période facilement pour pouvoir l'estimation. Pour les femmes, on a un niveau plus bas, comme vous avez vu avant, except pour formaldéhyde, comme vous pouvez voir là-bas. Après, le calcul pour estimer le cancer attribuable, c'est facile. Quand on a la prévalence, on a aussi l'information sur le risque le relatif. Et utilisant ces 2 données-là, on peut estimer la fraction de cancer attribuable à cette agence-là. On peut voir pour le cancer qui sont inclus, il y a 7% de tous les cancers en 2017 qui sont liés à ces agents. Ce qui est important, en fait, si on peut éliminer tous ces agents, on peut réduire le fardeau de cancer en France par 7%, qui était important. Quand on voit pour les femmes, le niveau est plus bas. C'est 2%. Et on voit aussi formaldéhyde, et c'est la plus importante en rajoutant aussi un mésothélium de amiante. Donc pour conclure, juste un peu sur le modèle, finalement on est très content en fait avec ce modèle-là. C'est facile de faire si on a les données, c'est toujours comme ça. On peut aussi changer le scénario, l'hypothèse plus facilement que de faire en cohorte et collectionner toutes les données. Donc, on pense que c'est en fait en moyenne utilisable pour tout le reste aussi, pour avoir au moins une idée, pour faire aussi la priorité sur décision de la santé, et aussi pour avoir un outil pour décider quel autre agent on va faire maintenant plus précisément avec un matrice emploi-exposition, par exemple. Ce qu'on n'a pas en fait, inclure l'information sur le niveau d'exposition, parce que ça c'est aussi très important. Il y a beaucoup de réglementation sanitaire qui a changé maintenant, et ce qui a été changé, en fait, le niveau d'exposition sur le travailleur. Donc on a fait juste exposé et non,
Et ce niveau d'information, ce sera très important pour rajouter là. Donc, ce sera très bien de continuer. On est en discutant maintenant avec SPF pour continuer ce projet, pour avoir inclure aussi d'autres agences aux circonstances de travail. Et on est très ravis, moi spécialement, de pouvoir présenter ce travail-là ici aujourd'hui avec vous. Donc, merci encore. Merci pour l'attention. Merci pour m'avoir invité. Rémi, ça fait 3 ans, 4 ans même que j'ai pas... On n'arrive pas à se voir. Voilà. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Je vois que Michel Sanson veut ouvrir le bal des questions. Bonjour, merci pour cette présentation. En fait, vous avez présenté vraiment les cancers en France. Et j'imagine que c'est les cancers en métropole. Oui. Autrement dit, est-ce que voilà, il y Oui. avait une prise en compte des territoires ultramarins? Donc la réponse est non. Non. C'est métropole. Non. Merci. Donc, on a beaucoup discuté d'inclure spécialement avec toute cette discussion longtemps, tout pesticides et tout ça, parce que ça pourrait aider. Mais on n'a pas fait pour plusieurs raisons, mais ce serait intéressant quand même. Merci pour ce séminaire. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait la carte en France des différents cancers selon les régions? Oui, non, on n'a pas fait avec ce travail-là, mais c'est possible, hein, parce qu'il y a vraiment des données pour faire ça. On a fait ça avec Rémi pour pollution atmosphérique, par exemple. On a fait aussi avec radon, par exemple, parce qu'en France, on a métropole spécialement. On a beaucoup de données pour Une continuer. autre question, est-ce que vous avez l'intention de travailler sur les doses infimes? Parce que quelquefois, certains cancers, on dit que la dose est tellement faible qu'on n'aura rien. Alors, est-ce que vous avez fait des études sur les doses faibles d'exposition? Non, ça c'est Merci. l'autre chose qu'on n'a pas fait, mais oui, ça c'est vraiment... Et pour ça aussi, on a décidé d'inclure seulement le 10 plus important, parce que là-bas, là, on est plus certaine, ok, ici on sait qu'ils sont liés. Donc il y a moins de discussions sur... plusieurs fois, les gens comme SPF, là, ils sont très, en fait... donc oui, parfois, mais on aime bien toujours collaborer et essayer de cette méthode. Et si je peux me permettre de préciser, concernant la carte des cancers, si votre question, madame, c'était simplement sur l'incidence des cancers, sur le site de l'INCa et je pense de Santé publique France, il y a aussi le lien vers les rapports qui décrivent et qui synthétisent les données des registres de cancers départementaux et nationaux pour ce qui est des cancers de l'enfant, et qui donc donnent une idée des incidences nationales et de la mortalité régionale ou départementale selon les cas. Pardon, il y avait aussi peut-être une dernière question au fond. Oui, une question très rapide sur les chiffres que vous donnez à la fin, sur le nombre de cancers. Je voulais savoir à quelle période ça correspondait. Est-ce que c'est une valeur en nombre de cancers par an, ou c'est une valeur sur le nombre de cancers sur un nombre d'années plus long, ce qui ne donne pas tout à fait les mêmes effets, quoi. Oui, non, c'est juste un an. Et pour ça, c'est grand. 7%, c'est pas mal. Et je vois beaucoup de fractions attribuables. 7%, c'est D'accord. beaucoup. C'était pour faire un parallèle avec le nombre de cancers qui sont reconnus en termes de maladies professionnelles, où on voit qu'on est très loin de la réalité, quoi. Oui. Merci beaucoup. Merci.